Le 27 février 2012, un homme ne rentre pas. Sa voiture est retrouvée près d'une rivière. Un peu plus loin, un chemin boisé. Et au bout du chemin, un corps, criblé de balles. La victime s'appelait Philippe Gletti. Le crime surprend parce qu'il ne vient pas d'un monde violent. Pas d'ennemis déclarés, pas de menaces. Rien qui annonce ça. Juste une femme, discrète, fiable, sans histoire. Bettina Beau. C'est elle qui a tiré. Quelques années plus tard, face à une caméra, elle dira simplement « Il y avait 30 ans de pression et sans soupape ». Dans Clinique du crime, on va s'approcher de ce point précis où une vie tenue trop longtemps cesse de tenir. Bienvenue dans Clinique du crime, saison 2, Les corps blessés, Bettina Beau. Bettina grandit à la campagne dans une famille pudique et bienveillante. Ses parents l'aiment, ils sont là, ils travaillent, ils s'occupent d'elle, ils veillent, mais ils parlent peu. Les gestes comptent plus que les phrases. On montre qu'on aime en faisant, en rendant service, en étant présent. Son père dira plus tard, chez nous, on est comme ça, on ne parle pas. Très tôt, Bettina comprend une chose, les émotions se vivent, mais ne se disent pas. Le silence ne vient pas contre elle, il vient avec elle, comme un climat. Parler n'est pas interdit, mais ce n'est pas encouragé. Demander n'est pas puni, mais ce n'est pas habituel. Alors elle apprend à tenir, à deviner, à s'ajuster, tenir seule, tenir droit. À l'école, puis plus tard dans la vie, elle est sérieuse, appliquée, fiable. Pas revendicative, pas conflictuelle. Elle occupe peu d'espace, mais elle soutient. On la remarque peu, mais si elle disparaissait, beaucoup de choses s'effondreraient. Didier Anzieux, psychanalyste, parlait du moi peau, la manière dont nous utilisons notre peau comme modèle du psychisme. Ici, la peau psychique de Bettina n'est pas trouée par la malveillance. Elle a reçu une contenance réelle, les soins, les gestes, le fait d'être tenue par des adultes présents. Mais cette peau-là est peu épaissie par les mots. Les sensations et les affects sont peu mis en récit, ils restent contenus, pas élaborés. L'enveloppe de base est faite d'amour discret, de silence partagé. Pour continuer à tenir, Bettina fabrique une couche supplémentaire, le silence actif. Un silence qui fait peau psychique, une peau qui isole un peu, protège beaucoup et surtout tient. Bettina ne vient pas d'un chaos familial. Ses parents sont là, présents, travailleurs, globalement sécurisants. C'est ailleurs que quelque chose va dérailler. Enfant, lors de vacances, dans un cadre supposé protecteur, Bettina part quelques jours avec une amie et les parents de cette dernière. Ses propres parents ne sont pas présents. C'est dans ce contexte, hors de la maison familiale, sous l'autorité de notre adulte, qu'elle subit des abus sexuels par le père de son amie. Il s'agit d'un événement profondément intrusif, une violence venue de l'extérieur, d'un adulte qui n'est pas le sien, dans un lieu censé être sûr. Bettina n'en parle pas sur le moment, pas parce qu'elle n'a pas confiance en ses parents, mais parce que chez elle, les émotions ne se disent pas, elles se taisent, elles se contiennent, elles se traversent seules. Comment dire ça dans une famille où l'on verbalise rarement? J'ai peur, il m'est arrivé quelque chose, je ne comprends pas. Plus tard, quand elle évoquera ses agressions auprès de la psychologue, Bettina dira: c'était le début de la sexualité, le parcours d'une femme. Ferenczi, psychiatre et psychanalyste, parlait de la confusion des langues. L'enfant parle le langage de la tendresse, du jeu, de la curiosité, et un adulte lui impose le langage de la sexualité. Pour survivre, l'enfant n'a pas d'autre choix que de se plier au langage de l'autre, et plus tard, de banaliser ce qui l'a cassé. Cliniquement, cette phrase de Bettina n'est pas une mise en sens, c'est une fermeture. Une phrase bouchon, une formule qui recouvre la blessure d'une couche de normalisation. Ses parents ne voient rien, ils n'ont pas les signaux, ils n'ont pas non plus les outils symboliques pour aller chercher ce qui se passe dans le non-dit. La famille aime, entoure,
prend soin, mais ce trauma-là ne trouve pas de lieu de parole. Il reste isolé, comme une pièce fermée dans une maison pourtant habitée. Le silence n'est donc pas une malveillance active, c'est un mélange de pudeur familiale et d'absence de mots. Résultat, le corps encaisse, la psyché range, et ce chapitre reste dans l'ombre. Le silence devient alors non seulement une habitude, mais une technique de survie. Reste une question essentielle. Que devient une histoire quand elle n'a jamais été dite? Pour le comprendre, il faut revenir à ce qui nous constitue, le langage. L'être humain ne fait pas que vivre des choses, il les met en récit. Nous sommes des corps, mais nous sommes aussi des êtres de langage. Quand un enfant vit quelque chose de trop grand pour lui, il a besoin de trois choses. Un adulte qui voit, un espace pour dire, et des mots pour porter avec lui ce qui lui arrive. Si personne ne propose ça, l'enfant continue à vivre, bien sûr. Il mange, il joue, il va à l'école, mais ce qu'il a vécu reste hors langage. Ce n'est plus seulement un événement, c'est une charge. Dans une famille où l'on aime et où l'on partage peu des émotions, il manque un étage. On prend soin du corps, on assure le quotidien, mais le monde interne reste peu nommé. Quand un trauma survient, comme pour Bettina, il tombe dans un vide symbolique. Il n'est pas contesté, pas mis en forme, pas inscrit dans une histoire. Il reste là, comme un noyau étranger, enfoui mais actif. Ce qui n'a pas pu être élaboré par les mots, le corps et la psyché vont essayer de le traiter autrement, par l'hyperadaptation, par l'oubli apparent, par la banalisation, par l'excès de contrôle et parfois plus tard par le symptôme ou l'acte. On croit passer à autre chose, en réalité, on vit avec quelque chose qui n'a jamais été traité. L'être humain est donc un être de récit, il a besoin de langage pour donner forme à ce qu'il traverse, pour inscrire l'événement dans une histoire, le transformer, le rendre partageable, supportable. Mais il faut dire une chose essentielle, le langage n'est pas toujours immédiatement disponible. Quand le trauma survient trop tôt, ou dans un contexte où l'on ne parle pas des émotions, les mots ne viennent pas, ou ils viennent trop tard. Alors, le psychisme cherche d'autres chemins, d'autres médiations, d'autres façons de ne pas être submergé. Parce que symboliser, ce n'est pas seulement parler, c'est transformer l'expérience brute en quelque chose qui peut circuler, se déplacer, se métaboliser. Et parfois, avant les mots, il y a le corps. Je vais ouvrir une petite parenthèse personnelle parce que je parle de ce qui ne trouve pas de mots, mais je sais aussi ce que c'est que de chercher une autre voie pour ne pas exploser de l'intérieur. Dans ma propre histoire, il y a eu la danse. Pas la danse pour faire joli, pas la danse pour la performance. La danse comme endroit où le corps pouvait enfin dire quelque chose, sans passer par les phrases. Quand je dansais, je ne racontais pas mon histoire, mais quelque chose se mettait en mouvement. La colère circulait autrement, la peur trouvait un rythme, le chaos prenait une forme. Ce n'étaient pas encore des mots, mais ce n'était plus seulement de la charge brute. La danse jouait le rôle d'un médiateur. Elle transformait un trop-plein muet en geste, en appui, en souffle. Et peu à peu, ce mouvement-là a préparé le terrain des mots. Mon corps devenait un lieu de passage, pas seulement un lieu d'impact. C'est peut-être là une des grandes différences avec des trajectoires comme celle de Bettina. À un moment, j'ai trouvé un médiateur qui m'a aidé à symboliser. Elle, pendant longtemps, a dû tenir sans ça. Sans médiation, la vie continue quand même, mais elle se construit alors sur ce qu'on a appris très tôt, porter plutôt que d'être porté. Adulte, Bettina se marie jeune. Elle rencontre son mari à 17 ans. Il a 11 ans de plus qu'elle. L'écart d'âge ne se discute pas, pas plus que les rôles. Très vite, les places se fixent, sans scène, sans crise. Bettina travaille de manière constante. Son mari, lui, travaille par période. Il est là, mais il ne stabilise pas le système. C'est Bettina qui assure les revenus, c'est Bettina qui tient la maison,
C'est Bettina qui maintient l'équilibre. Elle ne se plaint pas, elle ne réclame pas, elle fait. Winnicott, psychanalyste britannique, parlerait d'un faux self adulte, un sujet qui fonctionne parfaitement, qui tient pour tout le monde, au prix d'un effacement progressif de ses propres besoins. Dans ce couple, Bettina ne s'appuie pas, elle soutient. Et cette place, elle ne l'a pas inventée ici, elle l'a apprise très tôt. Dans l'enfance, après l'abus, il n'y a pas eu de chute visible, pas d'effondrement spectaculaire, il a fallu continuer. Continuer à vivre, continuer à fonctionner, continuer à tenir. Alors, quelque chose s'est organisé silencieusement. Porter seul, ne pas déranger, ne pas dépendre. L'abus lui a appris une chose fondamentale. Quand le cadre se fissure, il ne faut pas tomber. Il faut tenir à la place du cadre. Plus tard, dans le couple, cette logique se répète. Bettina devient la colonne, non par choix, mais par fidélité à une survie ancienne. Elle soutient le lien comme elle s'est soutenue elle-même enfant. Le couple repose alors sur une seule fonction, celle de ne pas s'effondrer. Il n'y a pas de relais, pas de tiers, pas d'arrière-plan porteur. Parce que très tôt, elle a appris qu'il n'y aurait personne derrière. Alors, quand cette colonne se fissure, ce n'est pas un simple déséquilibre conjugal, c'est la répétition d'un ancien vide, celui d'un monde où tenir était la seule option. Ce qu'elle a appris à faire dans sa famille, puis dans le couple, tenir pour que ça tienne, va trouver un terrain idéal ailleurs, le travail. Parce que le travail valorise exactement cela, la fiabilité, l'endurance, la capacité à porter sans se plaindre. Là où la famille demandait à ne pas déranger, là où le couple reposait sur sa capacité à soutenir, le travail vient lui offrir une reconnaissance. Enfin, tenir sert à quelque chose. Enfin, porter est récompensé. Enfin, l'effort a un sens social. Bettina y retrouve une logique familière, être indispensable. Être celle qui absorbe la pression, celle qui répare, celle qui empêche l'effondrement. Mais ce qui ressemble à une réussite est en réalité une répétition. La même structure se rejoue, un système qui tient parce qu'un seul corps encaisse. Et tant que Bettina tient, tout tient. Mais le travail, comme le couple, ne repose pas sur une réciprocité. Il repose sur une fonction. Et une fonction, quand elle lâche, ne bénéficie d'aucune indulgence. Quand elle entre chez Philippe Gletti, l'entreprise Princeps Salut se crée. Elle accompagne la naissance, puis la croissance, elle s'implique totalement, sans compter. Elle connaît tout, les chiffres, les fournisseurs, les contrats, les échéances, les impayés. Elle devient la mémoire du lieu, la continuité, le point fixe. Philippe Gletti n'est pas décrit comme un homme autoritaire. Au contraire, les employés parlent d'un patron sympathique, accessible, charismatique. Quelqu'un qu'on suit volontiers, quelqu'un qui donne envie. Mais ce charisme n'est pas neutre. Il est attaché à la réussite visible, à l'argent qui se montre, au signe extérieur de succès, à l'image, à la reconnaissance sociale, aux femmes. Ce n'est pas une autorité qui impose, c'est une autorité qui séduit. Et c'est précisément là que quelque chose se joue. Dans ce type de fonctionnement, il n'y a pas de cadre clair, pas de règles posées, pas de frontières nettes, seulement une logique implicite. On fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et là où il n'y a pas de loi explicite, c'est le désir du plus fort qui fait règle. Personne ne se sent dominé, chacun croit choisir, mais en réalité, le pouvoir s'exerce sans jamais se dire. Et pour Bettina, ce type de lien est immédiatement familier. Un lien où il faut deviner, anticiper, porter sans qu'on le demande, un système qui tient tant qu'elle tient. Bettina devient indispensable, incontournable. Elle devient aussi, pendant un temps, sa maîtresse. Une relation asymétrique, hiérarchique, où c'est lui qui décide quand ça commence, quand ça s'arrête, quand ça reprend. Bettina ne demande rien, elle accepte ce qui est donné quand cela est donné. Le lien lui donne une place, une reconnaissance, une existence qui compte. Elle n'est pas seulement celle qui travaille, elle est celle qui soutient l'ensemble. Encore.
À force d'être indispensable, Bettina devient irremplaçable. Elle ne se contente pas de faire son travail, elle se donne corps et âme. Son père le dira plus tard. Elle écourtait parfois des vacances pour revenir à l'entreprise. Elle travaillait plus que de raison, elle s'acharnait. Elle ne s'acharne pas seulement par sens du devoir, elle s'acharne parce qu'elle n'a jamais appris autre chose. Porter pour les autres, c'est sa manière d'exister. Pour Bettina, s'arrêter, ce n'est pas se reposer, c'est risquer de ne plus avoir de place nulle part. À force de tout savoir, elle ne peut plus s'absenter. Les dossiers, les chiffres, les contrats, tout passe par elle. À force de tenir, elle ne peut plus lâcher. Ce qui au départ lui donnait une place devient une prison. Le travail n'est plus un emploi, c'est un mode de survie. Ses journées n'ont rien de chaotique. Elles sont pleines, régulières, prévisibles. Elle arrive tôt, elle repart tard. Sur le papier, c'est simplement quelqu'un de très investi. Mais à la maison, l'usure est visible. Son mari dira, le soir elle rentrait, elle mangeait et elle s'écroulait sur le sofa. Il n'y a plus d'espace pour autre chose, ni pour le couple, ni pour soi, ni pour le repos. Elle anticipe, rattrape, colmate. Chaque jour, elle sert de tampon entre l'entreprise et le réel, les dettes, les retards, les urgences. Puis vient la crise économique. Les comptes ne ferment plus, les dettes s'accumulent, les fournisseurs pressent, les banques se crispent. De l'extérieur, certains collègues diront mais il n'y avait pas de pression particulière. Ils ont raison et ils ont tort. La pression n'est pas spectaculaire, elle n'est pas mise en mots. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de burn-out dramatique. La pression est interne, cumulative, silencieuse. Le psychiatre Bion dirait que les expériences douloureuses ne trouvent plus de contenant psychique. Elles ne peuvent pas être rêvées, pensées, transformées. Elles restent à l'état brut, des charges qui saturent l'appareil psychique. Et Bettina, qui se donne tout entière à son travail, devient le seul contenant disponible. C'est elle qui absorbe, encaisse et paye le prix dans son corps et dans sa vie. Bettina commence à voir les comptes déraper. Elle sait ce qui se joue. Elle essaye de rattraper, de négocier, de repousser l'échéance. Mais cette fois, quelque chose résiste. Pour la première fois, son hyper-responsabilité échoue. La psychologue experte qui la suit après son arrestation dira elle fait face à son impuissance. Ce mot est central parce que l'impuissance professionnelle réactive l'impuissance traumatique. Voir, savoir et ne pas pouvoir agir. Ce n'est plus seulement un échec au travail, c'est une vieille scène qui remonte sous une autre forme, celle de l'enfant confronté à une violence qu'elle ne peut ni arrêter, ni nommer, ni fuir. Le passé ne revient pas comme souvenir, il revient comme manière de vivre le présent. Dans ce contexte, Bettina commence à détourner de l'argent. Plus de 38 000 euros à l'entreprise Princeps Salut sur plusieurs années. Pas en une fois, pas comme un coup, par petites sommes, par glissements successifs, pour boucher un trou ici, gagner du temps là, repousser l'effondrement. Il n'y a pas de luxe, pas d'ascension sociale, pas de train de vie parallèle. Il y a un colmatage permanent, une tentative désespérée de tenir. Ces 38 000 euros ne sont pas un but, ils sont un pansement. L'argent devient alors une fausse soupape. Il donne l'illusion d'une reprise de contrôle, alors qu'il referme lentement le piège. Car l'échéance qu'elle repousse n'est pas comptable. L'échéance, ce n'est pas le remboursement, ce n'est même pas la découverte du détournement. L'échéance, c'est le moment où tout doit être dit, où elle ne peut plus masquer, plus porter seule, plus tenir le rôle de celle qui encaisse. Une échéance subjective, la chute de l'identité construite sur l'utilité et l'endurance. Plus elle bricole avec les chiffres, plus cette échéance est repoussée. Et plus elle est repoussée, plus elle cesse d'être une parole possible pour devenir une impasse. Plus elle tarde l'échéance, plus l'échéance devient mortifère. Il ne reste alors ni demande, ni tiers, ni symbolisation, seulement l'acte comme dernier mode de sortie.
L'argent lui donne donc l'illusion de reprendre un peu le contrôle, mais il ne résout rien, il repousse, il enferme. Et quand l'argent ne suffit plus à colmater la brèche, Bettina reste fidèle à la même logique, payer de sa personne. Sauf que pour elle, payer de sa personne, ce n'est pas une métaphore. Quand le travail ne suffit plus, que l'argent ne suffit plus, il reste une dernière variable, le corps. Gletty le sait, et il sait où appuyer. Il propose à Bettina des faveurs sexuelles pour faire tomber la pression. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas un consentement libre. C'est le moment où son corps sert à régler les problèmes de l'entreprise. On a déjà joué avec les chiffres, avec les délais, avec les banques. Maintenant, on se sert de son corps pour essayer de faire tenir le système. Bettina accepte, non par désir, mais par réflexe, par répétition, le corps comme monnaie de survie, comme il a déjà été autrefois. Ferenczi dirait que l'enfant traumatisé peut, plus tard, se comporter comme si son propre corps était secondaire, presque sacrifiable, tant qu'il permet de garder le lien et d'éviter l'effondrement. Cliniquement, c'est une réactivation traumatique massive. C'est la même asymétrie, la même impossibilité réelle de dire non, le même silence et surtout le même renversement. Ce qui devrait protéger exploite. La scène n'est pas identique, mais la structure, oui. Et surtout, c'est une impasse. Si elle refuse, elle risque de perdre son travail, son revenu, sa place, l'unique endroit où elle existe comme indispensable. Si elle accepte, elle sacrifie encore une fois son corps pour sauver le système au prix d'une nouvelle fracture intérieure. Pas de vraie sortie, pas de vrai recours, juste un enfermement. Ce qui, au début, avait été un espace de réussite, de compétence, de reconnaissance, devient un lieu où elle paie avec son corps et avec sa honte. La répétition traumatique se referme. Un adulte en surplomb, une situation présentée comme inévitable, un corps disponible pour absorber l'attention et, encore une fois, aucune élaboration possible. Après cela, le lien avec Letty n'est plus seulement déséquilibré, il devient persécuteur. Et à partir de là, la machine interne change de régime. En façade, Bettina continue de tenir, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Peu à peu, elle ne vit plus vraiment comme une personne à part entière, mais comme un outil, un corps disponible, un objet de service au profit des autres. Ce n'est pas encore l'explosion, c'est la chambre de compression. Et dans cette chambre déjà saturée, il ne manquait plus qu'une phrase pour faire céder la dernière paroi. Un jour, Gletty lui dit: Tu as atteint ton maximum. Pour lui, c'est une phrase de gestion, une façon de dire: Tu es arrivé au bout de ce que tu peux faire. Pour elle, c'est tout autre chose. Depuis toujours, Bettina existe en portant pour les autres. Être utile, c'est sa manière d'exister. On l'a reconnue pour ça, parce qu'elle tient, parce qu'elle encaisse, parce qu'on peut compter sur elle. Dans l'entreprise, elle a longtemps été la numéro 2, la collaboratrice historique, celle qui a accompagné la création, la croissance, les années difficiles. Et au moment même où Gletty lui dit qu'elle a atteint son maximum, une autre personne est déjà pressentie pour prendre cette place de numéro 2. En clair, celle qui tenait tout est en train d'être doucement déplacée, sans scène, sans reconnaissance, sans parole claire. Alors, dans ce contexte-là, entendre qu'elle a atteint son maximum, c'est entendre en creux: tu ne tiens plus, tu ne sers plus, on n'a plus besoin de toi, d'autres peuvent prendre ta place. La logique du corps-objet se rejoue en une phrase: je te prends, je t'utilise, tu as été précieuse, et maintenant qu'on a trouvé un autre numéro 2 possible, on peut te mettre de côté. La phrase de Gletty ne touche pas seulement la salariée, elle touche la femme entière. Ce n'est pas juste tu es fatigué, c'est tout ce qui faisait ta valeur pour les autres ne suffit plus, tu es remplaçable. À partir de là, ce n'est plus seulement une histoire de travail. Bettina ne peut pas se dire simplement j'ai besoin de vacances. Ce qui se formule au fond ressemble plutôt à si je ne sers plus ici, je n'ai plus de place ailleurs.
C'est le point de bascule. Ce qu'on lui retire, ce n'est pas un poste, c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour tenir debout dans le monde. À ce moment-là, on n'est plus dans la fatigue normale. On est dans une vie qui ressemble à une cocotte minute, sans valve de sécurité. Bettina, elle, va le dire beaucoup mieux que moi, en une phrase. Écoutez. Effectivement, il y a 30 ans de cocotte minute qui sont sortis et là, il n'y avait pas de soupape. Cette phrase ne justifie rien, elle ne demande pas pardon, elle décrit une vie sous pression, sans issue symbolique. Quand il n'y a pas de soupape, il reste deux possibilités, l'effondrement ou l'explosion. Le jour des faits, Bettina emmène Philippe Gletti dans un endroit isolé. Elle a un revolver, les coups partent, plusieurs. Elle tire, encore et encore. Elle vide le chargeur. Elle dira plus tard avoir agi comme une automate, sans pensée structurée, sans scénario déroulé, juste l'acte brutal qui déborde. On apprendra aussi qu'au départ, elle avait prévu de garder une balle pour elle, la dernière, pour se tuer après. Mais c'est là que quelque chose se voit très bien. Dans la sidération, dans l'état de débordement psychique, elle tire jusqu'au bout. Lorsqu'elle pense retourner l'arme contre elle, il n'y a plus de balle. Le geste suicidaire n'ira pas au bout, pas parce qu'elle y renonce, mais parce qu'elle a tout vidé sur lui. Ce détail est crucial. Elle n'a pas seulement l'intention de tuer Gletty, elle a aussi quelque part l'intention de disparaître avec lui. Le meurtre et la volonté de suicide font système. Détruire celui qui concentre pour elle la dette, l'humiliation et l'exploitation, et dans le même mouvement, se supprimer elle-même. Lacan, psychanalyse, parlait du passage à l'acte comme du sortie hors scène, le moment où le sujet ne supporte plus de rester dans le champ du regard de l'autre et se jette littéralement hors du cadre. Chez Bettina, on pourrait dire que l'acte n'est pas une montée spectaculaire de haine, mais une issue désespérée face à une répétition traumatique devenue invivable. Utilisée enfant, utilisée comme collaboratrice, utilisée comme corps, déclarée inutile au moment même où une autre est pressentie pour la remplacer, enfin écrasée par ce qu'elle dira elle-même, 30 ans de pression et sans soupape. Le passage à l'acte ne répare rien, il ne justifie rien, mais il dit quelque chose de la violence de l'impasse. Là où les mots n'ont jamais pu prendre en charge la pression accumulée, c'est le geste qui tranche dans le réel. Après l'acte, le réel reprend ses droits. Il y a l'enquête, l'instruction, puis le procès. La cour ne retient pas la folie ni l'abolition du discernement. Bettina est reconnue coupable du meurtre de Philippe Gletti. Elle est condamnée à 18 ans de prison. Au procès, on pourrait imaginer que le mari de Bettina apporte au tribunal un peu de nuance, qu'il parle de cette femme qui rentrait le soir manger et s'écroulait sur le sofa, qu'il rappelle qu'elle portait aussi pour le couple, qu'elle assurait l'essentiel des revenus, qu'elle tenait la maison debout. Ce n'est pas ce qu'il fait. Au procès, il se place presque exclusivement du côté de la victime. Il insiste sur le mensonge, l'agent détourné, la double vie, la trahison. Il ne ment pas forcément sur les faits, mais il gomme une partie de l'histoire. Des années durant, c'est le salaire de Bettina qui a permis de vivre, de payer les charges, de tenir le quotidien. Quand elle tombe, il perd aussi ce confort-là. Il doit, pour la première fois, assurer seul sa subsistance. Au lieu de reconnaître qu'il a lui aussi bénéficié de son acharnement, il concentre tout sur sa propre blessure. Cliniquement, c'est violent pour Bettina parce que ce mari aurait pu être un tiers, quelqu'un qui dise à la fois ce qu'elle a fait est inacceptable et elle n'est pas que ce geste-là. Il choisit autre chose. Elle nous a détruits, elle nous a trahis, elle est seule responsable. Pour Bettina, qui a tant porté matériellement, psychiquement, c'est une forme de désertion symbolique. Là où il y aurait pu avoir un peu de partage de la scène, il y a une désignation pure du coupable unique. La solitude qu'il a traversée déjà avant le passage à l'acte se rejoue au carré, même devant la justice. Personne ne vient dire la fatigue de celle qui s'est épuisée à tenir.
Et pourtant, dans ce paysage très polarisé, une autre voix va apparaître, celle de la fille de Philippe Gléty. Elle a perdu son père assassiné, elle aurait toutes les raisons de ne voir en Bettina que la femme qui a tué son père. Pourtant, dans le cadre d'un dispositif de justice restaurative, elle accepte d'entrer en correspondance avec elle. Ce n'est plus le théâtre du procès avec ses robes, ses micros, ses bancs de bois. C'est un autre espace, plus nu, plus fragile. Une feuille, un stylo, des mots posés à distance. Par lettre, la fille de Philippe Gléty choisit de parler à Bettina. Elle lui écrit sa douleur, son manque, la place laissée vide par la mort de son père. Elle nomme ce qui a été cassé. Et, au fil de cet épisode épistolaire, quelque chose bouge. Au bout de ce chemin de mots, elle fait un geste inimaginable pour beaucoup. Elle lui pardonne. Ce pardon n'efface rien et ne rend pas la vie. Il n'annule ni la gravité du meurtre, ni la peine de prison. Mais symboliquement, il ouvre une brèche. Pour la première fois, quelqu'un directement lié à la victime s'adresse à Bettina, non pas seulement comme à un monstre à écarter, mais comme à un être humain qui a commis l'irréparable. Ce geste-là dit en creux, ce que tu as fait est inacceptable, mais je refuse de te réduire uniquement à ça. La justice restaurative ici ne vient pas adoucir la peine, elle ne vient pas réparer le crime, elle remet de l'humain là où tout avait été figé en deux blocs, la coupable, la victime. Pour Bettina, ce n'est pas une rédemption magique, mais c'est une expérience rare, être regardé comme un sujet qui répond et qui reçoit des mots, pas seulement comme un dossier pénal rangé dans une armoire. On pourrait être tenté de ne regarder que Bettina, parce qu'elle touche, parce qu'elle ressemble, parce qu'elle réveille en nous des endroits d'épuisement, de silence, de dévotion sans retour. Mais il ne faut pas oublier Philippe Gléty. Philippe Gléty, c'est un homme qui est parti le matin sans savoir qu'il ne rentrerait pas. Un père, un patron, un homme avec ses angles morts, ses fautes, ses choix, et aussi sa vie propre. Il est mort dans une voiture, dans un chemin isolé, sous les balles d'une femme qu'il connaissait, qu'il avait employée, aimé peut-être, utilisée aussi. Ce crime a laissé un corps, une tombe et des vivants autour. Une fille qui a dû apprendre à vivre avec un père assassiné, une famille marquée à jamais par cette scène-là. Rien, absolument rien de ce qu'on a exploré ici ne vient effacer ça. Un meurtre reste un meurtre, un mort reste un mort. Mais justement, si on tient ensemble les deux pôles, la victime et l'autrice du crime, c'est pour poser une question qui dépasse largement Bettina. Qu'est-ce qui aurait pu nous éviter d'en arriver là? Et là, on revient très loin derrière. On revient à une petite fille qui a vécu un trauma sexuel, dans le silence, dans une famille aimante, mais peu parlante, sans médiation, sans élaboration. On revient à une société où l'on ne forme pas vraiment les adultes, les enseignants, les soignants, les voisins, à repérer ce qui ne va pas quand un enfant change de visage, de regard, de comportement. On revient à une culture où l'on parle beaucoup de réussite, de performance, de productivité, et tellement peu de trauma, de dissociation, de corps blessés, qui continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Ce meurtre, il n'est pas compréhensible au sens moral, mais il est lisible sur une trajectoire où il n'y a pas eu assez de soins. Si quelque part un adulte avait pu dire à Bettina ce qui t'est arrivé est grave, on va le dire, le penser, le mettre en récit. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Peut-être que la pression aurait trouvé d'autres voies que le revolver. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut en tirer une responsabilité. Dans une société qui se dit moderne, le soin psychique devrait être au cœur de ce que l'on propose à nos enfants. Pas seulement des jeux, des écrans, des notes, mais des adultes formés à repérer les replis soudains, les regards qui s'éteignent, les corps qui se raidissent, les enfants trop sages, trop utiles, trop adaptables. On devrait apprendre à tous ceux qui entourent les enfants, enseignants, soignants, éduques, mais aussi parents, grands-parents, entraîneurs, animateurs, les signaux du trauma et ce que ça change si on les prend au sérieux assez tôt. Ce crime-là, si le trauma avait pu être symbolisé, travaillé, contenu, il n'aurait peut-être pas fini en meurtre. On ne le saura jamais, mais c'est une hypothèse assez forte pour, au minimum, changer notre manière de penser la prévention.
Parmi toutes les femmes dont je vous ai parlé dans cette saison Les Corps blessés, Bettina est probablement celle qui m'a le plus touchée. Peut-être qu'il y a dans son histoire quelque chose qui me ressemble un peu. La charge qu'on porte, le silence, l'acharnement, le fait de tenir pour tout le monde en oubliant presque son propre poids. La différence, c'est que moi j'ai trouvé d'autres issues, les mots, la danse, le soin, la pensée et ce podcast que vous écoutez. C'est peut-être ça le vrai contrepoint de Bettina. Quand la cocotte minute trouve des soupapes dans la parole, dans l'art, dans le lien, le réel n'a pas besoin de se fracasser dans le sang. Dans le prochain et dernier épisode de cette saison Les Corps blessés, on ne se penchera pas sur une affaire en particulier, on prendra du recul. On essayera de regarder le meurtre féminin à travers le prisme du psychotrauma. Qu'est-ce qui se rejoue dans ces actes? Qu'est-ce qui les distingue des violences masculines? Qu'est-ce que ces crimes disent de nos angles morts sociaux, de nos institutions et nos familles? Et comment nous, soignants, citoyens, proches, pouvons faire autrement pour que des vies comme celle de Bettina ne deviennent pas un jour des faits divers? Ce sera un épisode de synthèse, un pas de côté, pour refermer cette saison sans refermer les questions. Parce que les corps blessés ne disparaissent pas quand on ferme un dossier. Ils continuent à vivre en nous, autour de nous. Et peut-être que grâce à des histoires comme celle de Bettina, on apprendra à tendre l'oreille un peu plus tôt, un peu mieux, avant que la pression ne trouve elle aussi sa sortie dans l'irréparable. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. À très bientôt.